Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette discussion midi sur un thème, ma foi, fondamental, la communication politique. Avant de présenter mon brillant invité, je me présente moi-même, Emmanuel Choquette, je suis professeur au département de communication. Bonjour et bienvenue, bienvenue. On a le plaisir aujourd'hui, dans le cadre du triple diplôme de maîtrise master en communication politique internationale et risque démocratique, d'accueillir le professeur des universités à Sciences Po Aix-en-Provence, oui, tout à fait, et spécialiste de communication politique. Il est l'auteur de plusieurs textes, ouvrages autour de ce champ, dont l'incontournable Introduction à la communication politique qu'il a co-rédigé avec Nicolas Hubé. Je vous présente Philippe André. Merci pour cette invitation et cette présentation. Merci sincèrement d'être présent. Quelques questions, bien sûr, vous sont réservées. Puis je vous préparez tout de suite vos questions aussi, si vous en avez, parce qu'on va réserver quelques temps pour vos interrogations aussi à la fin de cette discussion qui devrait donc prendre autour d'une heure. Avant d'aborder directement la question de la communication politique et stratégique en temps de crise, qui est le thème de cette rencontre, j'aimerais qu'on s'attarde sur votre conception de la communication politique. Définition proposée dans votre livre co-rédigé avec Nicolas Hubé, Introduction à la communication politique, comme je le disais tantôt, 2e édition. Il y a une dernière édition 2022. 22, hein, c'est tout nouveau. C'est tout frais. Tout frais. Alors, vous dites ceci: il faut donc considérer que la notion de communication politique recouvre aujourd'hui tous les usages d'informations et de symboles contenant une charge politique ou servant des intentions politiques. Cet élargissement de la notion de communication politique traduit l'extension du jeu d'acteurs impliqués dans le processus politique et par conséquent de l'usage à des fins politiques des outils de la communication. La question est la suivante. C'est donc cette prise en compte, vous parlez de symboles, des intentions politiques qui représentent cet élargissement de la notion de communication politique. C'est à cela que vous faites référence, donc beaucoup plus loin que les discours des élus, des politiciens et des politiciennes, là, quand on parle en 2022 de communication politique, là. N'est-ce pas? Alors, j'espère que la citation est exacte. Je ne l'ai pas vérifié, mais oui, j'imagine que c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Non, on s'est questionné, en fait, et on est venu à la communication politique à partir de notre champ de formation, qui est la science politique. Et donc, notre interrogation consistait à dire, est-ce qu'on doit continuer de traiter la communication comme une dimension instrumentale ou supplétive à l'activité politique qui vient par après pour mettre en forme, pour mettre dans une présentation stratégique, par exemple, un projet de législation, de réforme, une campagne électorale, ou est-ce que finalement on ne doit pas intégrer la communication comme étant un élément à part entière, alors pas de la politique au sens général, aristotélicien, etc., mais la politique telle qu'elle se fait comme activité spécialisée dans la période contemporaine. Donc on est revenu à une vieille définition, en fait, je pense que tous ceux qui s'intéressent à la communication politique connaissent, qu'on doit à Steve Chaffee en 1975, qui dit en gros, la définition est très simple, la communication politique, c'est la part prise par la communication dans le processus politique. Donc en fait, toute la question est qu'est-ce qu'aujourd'hui que le processus politique. Et le processus politique en 2022 ou en 2017 pour la version que tu possèdes, mais on fera en sorte que tu aies une version actualisée. Le processus politique en 2022, c'est un processus qui n'est effectivement pas limité aux seuls professionnels de la politique classique, c'est-à-dire les partis politiques, les représentants politiques, les gouvernants, les hauts fonctionnaires. Si on regarde aujourd'hui qui fait de la politique et qui est spécialisé en activité politique, on va trouver tous les lobbies, structures de représentation d'intérêts, les ONG, qui en fait, une grande partie de leur activité, même parfois 100% de leur activité, et de la politique. C'est-à-dire qu'on va peser sur les processus politiques, on va faire de la veille. Moi, je travaille beaucoup sur les institutions européennes. Donc, si on regarde à Bruxelles, par exemple,
le quartier européen. On a presque autant de spécialistes et de professionnels de l'Europe dans les institutions que autour d'eux, hein, dans le quartier des institutions européennes, où on va avoir l'ensemble des représentants d'intérêt, c'est-à-dire toutes les grandes fédérations industrielles, l'ensemble des secteurs d'activité ont une fédération européenne avec un porte-parole, un staff à Bruxelles qui participe quasiment tous les jours aux réunions organisées dans les groupes d'experts de la Commission européenne. On va avoir les ONG qui créent des plateformes hein, pour un peu structurer et mettre au pot les ressources en commun pour peser sur le processus politique européen. Donc, voilà, si on s'intéresse en fait à la communication au sens de Tchafi comme la part prise par la communication dans le processus politique, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Du coup, on regarde bien sûr la communication, c'est-à-dire les outils de communication, les discours, les symboles, ce que tu disais, mais surtout on va essayer de comprendre la complexification du processus politique. Où on n'a plus simplement, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un petit peu différent ici, il faudrait que j'actualise ma connaissance de la vie politique canadienne. Mais nous, typiquement en France, les partis politiques sont plus des acteurs véritablement centraux dans les processus politiques. Les syndicats non plus, même s'ils demeurent, hein, ça reste des acteurs importants, mais on voit monter depuis une quinzaine d'années de nouveaux acteurs du jeu politique et qui font de la communication, en fait, ils font de la politique et font de la communication. Donc nous, on a cherché à s'intéresser à cela, c'est-à-dire qu'est devenu le processus politique et à l'intérieur de ce processus politique, la diversification, la pluralisation des acteurs et comment chacun, en fait, hein, fait de la communication. Donc, on essaie notamment dans le chapitre 9, à la fin de l'ouvrage, le dernier chapitre, de ramasser un petit peu la mise en décrivant ce qu'on appelle un nouveau jeu politique dans lequel la communication, finalement, est pratiquée par l'ensemble des acteurs. On reprend d'ailleurs cette expression qu'on doit à Éric Neveu. Hein, il dit il y a une course aux armements communicationnels hein, qui est telle et qui aujourd'hui se retrouve hein, chez l'ensemble de ces acteurs. Voilà. Donc on pourrait dire non pas une déprofessionnalisation de la politique, mais un élargissement des professionnels hein, de la politique. Et voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on définit le processus politique et la part de communication qui prend part. Juste avant de parler justement d'éléments davantage axés sur les crises. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que la politique s'est complexifié, le domaine s'est complexifié, tout ce qui est autant dans les institutions gouvernementales, l'action politique, etc. Donc, et que la communication, du coup, s'est complexifiée au rythme de la complexification du politique. Donc, d'une certaine façon, la communication politique, c'est comme adapté à ce contexte de segmentation des marchés, de pluralisation des enjeux et de complexification des enjeux. Oui, si on revient encore une fois au processus politique, alors, encore une fois, moi je travaille beaucoup sur les institutions européennes, donc pardon si c'est des exemples qui me reviennent sur l'organisation du pouvoir, mais on observe que si on rompt avec une approche un petit peu uniquement stratégique de la communication politique et qu'on se laisse aller à une approche plus intégrative, c'est-à-dire considérer que la communication est une pièce du processus politique, on s'aperçoit que ça commence en fait très tôt. C'est-à-dire dès qu'il y a l'initiative d'une législation européenne, dès qu'au sein de l'administration européenne, on commence à réfléchir à une directive, donc qui va être une loi européenne, hein, si les collègues juristes sont là, ils vont dire mais une directive, c'est pas de la loi européenne, certes, mais on peut dire quand même que c'est malgré tout une loi européenne, même si ça n'a pas le nom. Dès qu'on commence à réfléchir à ça, on va rentrer dans des logiques communicationnelles. C'est-à-dire qu'on va commander des sondages Eurobaromètre pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'opinion. On va travailler avec les représentants du Parlement, notamment les commissions qui vont être en charge du dossier pour travailler avec eux, pour éviter en fait qu'une fois que le texte va être préparé par la Commission, il soit bousculé par les logiques politiques au Parlement. Donc en fait, la dimension communicationnelle, elle naît en même temps que tout processus politique. Donc là, une loi européenne, dès qu'on commence à mettre à l'agenda cette loi-là, avant même qu'on commence à l'écrire, le nom qu'on va donner au projet
du projet, déjà on est dans la communication. Et donc l'idée c'est de dire, c'est ça qu'il faut arriver à saisir, c'est-à-dire que l'ensemble du processus politique aujourd'hui, il est matricé, il est saturé d'intention, d'attention communicationnelle, et c'est pas quelque chose qui vient, parfois, voilà, sur l'étude sur la communication européenne, on va regarder comment la Commission européenne met en place une politique de communication. Et on se dit, bon, évidemment que c'est important, mais c'est une partie extrêmement peu importante de la véritable dimension communicationnelle de tout le processus politique européen ou du processus législatif. Et c'est ça qu'on essaie de faire prévaloir, finalement, c'est de dire, attention à ne pas se consacrer uniquement à ce qui sort, à l'output communicationnel des institutions de gouvernement, mais c'est donc voilà, donc on a beaucoup travaillé nous, notamment. Alors bon là, tu évoquais le manuel, mais dans des travaux précédents sur l'histoire des services et des politiques de communication de la Commission européenne. Donc on est retourné aux archives depuis les années 50. Pour voir comment était venu aux institutions, dans les institutions, un souci communicationnel, et comment finalement ce souci communicationnel avait sécrété une administration spécialisée, des recrutements, la mise en place de dispositifs. Donc là on retrouve, mais voilà. Alors ça c'est une vraie question aussi, c'est comment les institutions pensent leurs problèmes de communication. Bien sûr. Et donc en retournant aux archives, on s'aperçoit que les institutions européennes, notamment ce qu'allait devenir la Commission, qui était à l'époque la haute autorité, tout le monde fait un peu d'histoire européenne forcée ce matin, mais on s'aperçoit que le président c'était Jean Monnet, donc fondateur de l'Europe, et que dès 1955, donc tout début on n'a pas encore signé le traité de Rome, on est vraiment encore à l'époque de la CECA, c'est encore le charbon et l'acier, donc on est vraiment au tout début. Et il commande à un grand cabinet new-yorkais un rapport sur les relations publiques des institutions européennes. Et donc le souci communicationnel, il est déjà là, et il fait appel, et il va mettre en place, d'ailleurs il va routiniser toute une série de pratiques, de relations avec les journalistes, avec un point de presse, que reprendra plus tard la Commission quand elle va s'installer à Bruxelles. Il y a toujours le point de midi, comme les rencontres de midi, mais c'est le point de midi avec la presse, avec un service du porte-parole, etc. Et donc, on s'aperçoit que le souci communicationnel et informationnel, il est très tôt présent, il est très tôt d'ailleurs professionnalisé. Voilà, on fait appel vraiment aux meilleurs, à des cabinets qui vont venir d'outre-Atlantique et regarder le problème communicationnel des institutions européennes. Et donc, si on regarde uniquement ce qui est produit, en termes de politique de communication à l'époque, on va dire il n'y a rien, c'est indigent. Alors qu'en fait, il y a une vraie relation presse qui est structurée avec un service du porte-parole, il y a un système de relations publiques avec les syndicats des milieux de l'acier, du charbon et de l'acier qui sont organisés. Donc il y a toute une partie qui n'est pas encore de la communication au sens la communication institutionnelle telle qu'on la verrait aujourd'hui, mais il y a des relations publiques, il y a des relations presse qui sont mises en place, et surtout il y a des compétences, c'est-à-dire qui vont faire venir notamment des journalistes qui vont quitter le métier de journaliste pour devenir en fait les premiers communicants des institutions européennes. Donc voilà, donc l'idée c'est de dire, si on regarde dedans, si on regarde dans la durée, on n'a pas une vision qui est simplement la production de campagnes, la production de discours qui viendraient à des moments donnés, mais on s'aperçoit qu'en fait, le souci communicationnel des institutions, il est là, il est précoce, et il donne lieu à une vraie politique de l'opinion qui commence très tôt. Donc ça renvoie aussi à cette approche qu'on a de la communication politique des institutions, qui est en fait très très différente suivant les programmes de recherche qu'on se donne. Donc là, voilà, donc pour revenir au manuel, on essayait de faire valoir ça en disant, si on sort d'une vision un peu instrumentale, stratégique de la communication, et qu'on traite le souci communicationnel des institutions de gouvernement à partir d'archives, à partir vraiment d'une immersion dans le processus de construction des politiques, des administrations, etc., on en fait plutôt autre chose que ce qu'on en fait habituellement, c'est-à-dire qu'on en fait le révélateur de ce qu'est le processus politique européen. Là, en l'occurrence, je reviens à l'Europe, mais ce qu'est le processus politique européen. On comprend finalement que le processus va changer parce que les institutions vont s'étoffer, le Parlement européen va avoir plus de pouvoir, et donc à chaque fois, il y a une évolution du dispositif communicationnel interne des institutions. Ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est que si on remonte à l'époque de la création de ce qu'on va appeler plus tard l'Union européenne, avec Jean Monnet et compagnie,
La communication, elle est là, elle est déjà organisée, mais on la voit pas. Ou du moins, on l'identifie pas comme telle, comme étant professionnalisée déjà à ce moment-là. On va le voir plus tard. Aujourd'hui, on constate, et plusieurs constatent, qu'elle non seulement elle est omniprésente, mais on se pose même des questions, est-ce qu'elle n'est pas trop présente? Et là, je m'explique. Grosse question sur la communication en temps de crise, parce qu'on sait, les enjeux sont multiples, criants à l'échelle planétaire, COVID-19, invasion russe, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, tensions en Chine avec Taïwan, divisions et tensions politiques et sociales un peu partout aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud. Je suis essoufflé qu'à vous dire cela. Bref, de grands enjeux communicationnels, mais on a aussi l'impression que la communication, dans ce contexte-là, peut-être certains diront qu'elle ajoute de la crise à la crise à l'heure actuelle, qu'il y a une hyper-communication et que, d'un certain sens, il y a comme un recul qui serait peut-être nécessaire pour pouvoir absorber tous ces enjeux, mieux les saisir, mieux les comprendre. Alors, c'est drôle parce qu'on sort d'une séance avec une partie des étudiants qui sont dans la salle, là, qui sont le master trinational Coris, où on a réfléchi ensemble à ce qu'avait été l'expérience de la commission Bronner en France. Donc cette commission Bronner, pour la resituer, c'est à la demande du président de la République, un sociologue, Gérald Bronner, qui a été chargé d'établir un peu un état des lieux sur les risques liés aux nouveaux outils digitaux, notamment aux réseaux sociaux. Donc l'idée d'un péril démocratique naît de ces outils et leurs usages que sont principalement les réseaux sociaux numériques. Avec l'idée finalement qu'il faudrait trouver des moyens d'endiguer, le terme est intéressant, de limiter les effets les plus négatifs de cette information digitale et ces modes de circulation. L'intitulé de cette conférence, on en parlait juste avant de venir ici, l'intitulé de cette conférence était « Les Lumières à l'ère numérique ». Et donc cette idée de revenir à la raison. Ouais. À la raison appuyée sur la science, à la science appuyée sur la critique. Parce que ce qu'on entend, on a un peu l'impression... refouler l'obscurantisme et parce qu'on est un peu dans l'impression qu'on est retourné à cette époque hobbesienne, d'une certaine façon. Exactement. Ouais. Et donc faire paraître les lumières qui vont évidemment évacuer QAnon et l'ensemble des théories conspirationnistes qui circulent sur là ou sur l'étoile. Et donc on est là-dedans. Finalement, on est dans cette idée que la communication est à la fois parfois la solution, on voit comme ça, cette idée qu'il y a une forme de magie qu'on va prêter à la communication. Je crois que c'était un échange qu'on avait eu précédemment, cette idée que pourquoi la communication, finalement, ne nous permet pas d'endiguer toutes sortes de problèmes dans la société. Donc, cette idée d'un pouvoir magique. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une autre idée, presque, j'allais dire, qui est le pendant négatif, le pendant sombre d'une communication qui, elle, serait plutôt prophétesse de malheur, ou en tous les cas, qui générerait toutes sortes de malheurs. Donc, pour revenir à la discussion qu'on avait précédemment, je crois que il ne faut pas trop prêter à la communication. D'une certaine manière, tous les problèmes que vous avez évoqués sont pas que des problèmes de communication. On ne peut pas considérer, par exemple, l'invasion de l'Ukraine par la Russie soit un problème de communication et puisse être réglé par les moyens de la communication. Une crise économique d'ampleur, des dissensions, vous avez évoqué les dissensions qui aujourd'hui travaillent la société américaine. Donc, il y a une part de communication, évidemment, là-dedans. Il y a une part qui est liée aux outils de communication, à leurs usages, mais évidemment, on ne pourrait pas réduire l'ensemble de ces problèmes, ni dans leur compréhension, ni dans leur résolution à la communication. Encore une fois, je crois que l'idée d'utiliser la communication plutôt comme un révélateur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit des modes de communication, de rapport à l'information. Il y a par rapport à la société américaine, il y a un très beau livre de l'historienne Claire Bourne Potter qui s'appelle Political Junkies, qui revient sur cette idée d'un développement très tôt, en fait, dans les années 80 aux États-Unis, d'un développement pour un goût
pour l'information politique un peu trash, un peu voilà, les remugles, les affaires, voilà. Ouais. Et donc une manière de s'intéresser à la politique quand on s'y intéressait pas, mais d'une manière qui est plutôt celle de la, on va dire de la presse people, de la presse trash et des révélations. Et ça commence avant, et c'est une historienne qui nous l'explique. Hein, ça commence avant les réseaux sociaux numériques. C'est-à-dire qu'on est sur les radios communautaires, on est sur la CB, on est sur toute une série d'autres outils ou relais d'information, et il va y avoir évidemment un effet accélérateur des réseaux sociaux numériques, mais en fait, voilà, ils vont qu'amplifier quelque chose qui est déjà là, qui est à la fois une dissension entre les communautés et entre les catégories sociales, et ce goût finalement pour l'information trash, un peu sale, un peu les remugles, et cette idée qu'il y aurait une autre vérité derrière la vérité des médias officiels, derrière la vérité du pouvoir politique, sa mise en scène, etc. Donc, il y a bien quelque chose d'un effet accélérateur, mais on ne peut pas, encore une fois, je crois qu'on ne peut pas tout réduire, ni en termes de compréhension des problèmes, ni pour les résoudre à la communication. Même si, en tant que professeur de communication, on aurait envie, mais... oui, tout à fait. Ben, oui, on aurait envie, on y réfléchit. Et vous parliez avant les médias sociaux, je pense entre autres à des ouvrages comme Spiral of Cynicism de Jameson et Capella, qui... 1996 ou 98, et bien avant aussi, avec d'autres auteurs, je ne me souviens plus ce que c'est Tim Cook, en tout cas, bref, on réfléchit et on démontre que les médias, dans ce cas-là traditionnels, alimentent le cynisme, étant donné l'image qu'on va transmettre des acteurs politiques, de la façon particulièrement, par exemple, dans le cas de quand on les démontre comme des courses à chevaux, des courses de chevaux, la métaphore sportive, la lutte, tous les aspects stratégiques. Des aspects stratégiques. Et on a un peu l'impression que quand on parle de communication stratégique, on parle de manipulation. On parle de perspectives négatives du domaine politique, et donc, d'un certain sens, que quand on vient... Quand la communication, à travers le traitement médiatique, transmettre cette image-là, que ça vient alimenter effectivement une perspective que ça va mal et que le monde dans lequel on vit est un monde de plus en plus sombre, etc. Et est-ce que... Là, ma question en ce sens-là, c'est est-ce qu'il y a une forme de... Comment transmettre une vision de la communication stratégique dans ce cas-là, qui ne soit pas celle d'une alimentation positive, parce que stratégiquement par là, on a un rôle à jouer en termes de communication pour changer cette perception. La question, c'est à qui transmettre? C'est-à-dire que là on fait la supposition qu'on a un seul public, et qu'on a un seul public de la politique. Et je pense qu'effectivement, c'est un problème de prise, de prise de vue ou de prisme. C'est-à-dire que les travaux sur le rapport ordinaire à la politique, c'est-à-dire une grande majorité aujourd'hui de la population, dans les vieilles démocraties, qui sont informés, ont accès à l'information, sont éduqués, donc pourraient s'intéresser à la politique, ne s'y intéressent pas. C'est-à-dire que le rapport ordinaire à la politique, c'est un rapport distant, souvent fait de défiance à l'égard de la classe politique. Et quand ils s'y intéressent, souvent, c'est un petit peu au moment des campagnes électorales, où là, c'est saturé, en fait, de stratégies, de coups bas. Voilà, nous, quand on fait mené une enquête là, sur les rapports ordinaires à la politique, on a fait, je crois qu'on avait parlé également, c'est un ouvrage sorti l'année dernière aux presses universitaires de France, s'appelle « Voter par temps de crise ». Et donc, on a conduit plusieurs centaines d'entretiens auprès d'électeurs dits ordinaires. Donc, la plupart des gens nous disent, mais nous, quand on s'intéresse à la politique, c'est au moment des campagnes électorales, et on a l'impression d'arriver dans une cour de récréation. Et donc, il faut bien voir que pour beaucoup de gens, la politique, c'est ça. C'est-à-dire, on s'y intéresse quand il faut, quand il y a des événements graves, quand il y a une campagne électorale, parce qu'on nous rappelle notre devoir civique. Et quand on allume la télé ou la radio, qu'on va sur les réseaux sociaux pendant une campagne électorale, ce qu'on voit de la politique est effectivement pas ce qui est la dimension la plus noble de la gonne, du combat d'idées, etc. On est effectivement plutôt, et c'est difficile quand vous avez des enquêtés jeunes ou moins jeunes qui vous disent, mais moi j'ai l'impression d'être face à une cour de récréation, et que vous
vous avez regardé un débat de primaire et vous dites, de fait, hein, on n'est pas loin de ça. Et puis il faut les séparer, il faut que quelqu'un les sépare parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. On observait ça durant la campagne électorale. Et donc il y a ça. Donc d'une part, il y a cette idée que la politique, tout le monde ne s'intéresse pas à la politique. On a des données quand même qui nous montrent. Alors il y a des travaux qui existent depuis les années 70 aux États-Unis, en Europe, qui traitent de cette question-là. On a notamment nous en France Daniel Gaxi qui s'était intéressé de près à cette question de qui s'intéresse à la politique et pourquoi, et qui ne s'y intéresse pas et pourquoi. Donc on ne peut pas considérer qu'on a un public citoyen qui est en fait homogène, également intéressé par la politique, disposant des mêmes moyens culturels pour s'y impliquer, suivre, se positionner dans l'offre politique, avec parfois... Si je reviens au cas de la France, on a pu avoir des campagnes électorales présidentielles avec 16 candidats, donc c'est difficile, surtout quand on a perdu ses attaches, ses affiliations partisanes classiques, parce que ça bouge, il y a une désaffiliation avec les partis traditionnels. Donc je pense que tout ça, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une défiance, une perte de repères, une désaffiliation avec les forces politiques traditionnelles, une défiance et une méfiance à l'égard des médias traditionnels. Là, ce qui a été vraiment très très frappant en France, c'était au moment du cycle des mobilisations des Gilets jaunes. Alors je pense comparable à d'autres choses que vous avez pu avoir avec qu'on voit pour la liberté ou d'autres mouvements de ce type, avec des collectifs militants qui ont inventé leurs propres médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec les moyens que vous offre la technologie, de créer vos propres médias en considérant que les médias traditionnels, les médias de métier, les médias institutionnels, finalement, ne font pas leur travail, ne donnent pas à voir la réalité, donc on a eu plusieurs télés, des Gilets jaunes, des documentaires, et donc avec cette idée aussi que la technologie, mais les moyens, les pratiques narratives qu'on va avoir dans le documentaire ou la presse audiovisuelle ou même écrite, sont aujourd'hui accessibles à un très grand nombre de personnes. Et donc cette défiance à l'égard des médias, cette défiance à l'égard de la politique, en fait, ça prend des formes, heureusement pas uniquement comme ça, mais ça prend des formes quand même de défiance, de contre-société finalement, de contre-médias, de contre-politique, à la société, aux médias, à la politique. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut quand même qu'on intègre dans notre prisme de perception, c'est qu'on n'a pas un seul public et que dans le public des citoyens démocratiques, quand on les étudie de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une grande bigarrure en fait de rapport à la politique et que ce rapport ordinaire aujourd'hui, il est très distant, il est très même relâché et il est souvent dominé par la méfiance, voire la défiance. C'est une vraie inquiétude pour les démocraties. Et c'est vrai que ça passe par des outils de communication, mais qui sont réappropriés en fait. C'est cette idée qu'on n'a plus les journalistes sont plus les gatekeepers de l'espace public. Tout le monde produit de l'information, tout le monde commande de l'information. Voilà. Et donc juste pour revenir sur la question de départ, c'est vrai que souvent, aujourd'hui, y compris le journalisme de métier, celui qui est fait par des professionnels diplômés, disposant d'une carte de presse, travaillant dans une entreprise médiatique avec une rédaction, c'est-à-dire un collectif de pairs qui contrôlent le travail. Donc, ce qu'on peut espérer de mieux pour nos démocraties, c'est un vrai travail de professionnels. Même ceux-là, dans une campagne électorale, ont plutôt tendance à faire du journalisme de course de chevaux. On va regarder focalisé sur la question des sondages et les coûts qui peuvent inverser les lignes de sondage. Le travail au fond finalement sur la faisabilité d'un programme économique, sur la question qui a été posée dans la présidentielle en France, des liens avec la Russie, les financements des partis politiques par rapport à des banques. Bon, tout ça finalement est un peu mis de côté et on est sur une course de chevaux dont les lignes finalement peuvent être changées par un coup, un meeting. Alors moi typiquement j'avais été interviewé par des médias sur les meetings ou le débat d'entre-deux tours. Les meetings qui changent la donne, ça, on n'en a pas beaucoup. Ça peut marquer une campagne, ça devient un point de référence. C'est comme un match de référence pour les sportifs, mais par définition, même s'il y a un public médiatique à un meeting, ça reste limité. De la même manière que le débat d'entre-tours ne change pas les lignes. Donc, c'est pas la scène médiatique, mais en même temps,
les journalistes, y compris ceux qui font le mieux leur métier, le font en suivant cette course de chevaux. Donc, évidemment, après, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où on a finalement de l'information et du commentaire qui sont produits par des non-professionnels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des diplômés de journalistes, qui ne sont pas dans le cadre d'une rédaction, qui n'ont pas une carte de presse, qui n'ont pas de déontologie journalistique et qui ne sont pas soumis à aucune règle. Quant à la publication d'informations qui pourraient être erronées, diffamatoires, conspirationnistes. Oui. Bon, évidemment, on se dit, ça décuple. Mais le cœur de la machine médiatique, les journalistes eux-mêmes, hein, ceux qui finalement sont les journalistes spécialisés de la politique, ils l'avouent eux-mêmes. Hein, après la campagne, c'est un petit peu comme après une cuite. Hein, le lendemain, ils disent... On s'est encore fait avoir, on a encore fait du journalisme de petits chevaux, on a encore collé à la campagne, on a encore collé au sondage, hein, mais il y a une forme d'addiction. Alors nous, on a aussi pas mal travaillé sur l'addiction au sondage. Dans la dernière édition, il y a un tableau sur l'addiction des journalistes au sondage. Oui, voilà. On commente souvent les sondages sur le plan médiatique, tout à fait. Mais et on a un peu l'impression, au final, que cette multiplication-là des publics, elle se retrouve, oui, davantage sur les réseaux sociaux, sur Internet, et peut-être, on pourrait dire, soit moins représentée ou simplifiée à travers les médias plus traditionnels. Bon, vous parliez tantôt, par exemple, de comment on va traiter la campagne électorale. Dans ce cas-là, pour les grands médias, les médias de base en particulier, on va entrer dans une logique économique de la médiatisation. Donc, comment fonctionne la façon de diffuser l'information pour, bien sûr, capter l'auditoire, capter l'attention, etc. Mais le média social fonctionne de la même façon, c'est-à-dire au clic, au visuellement, au partage. Donc, le modèle économique, sur ce plan-là, est-ce qu'il sert ou il dessert la communication? Ou la qualité de l'information. Ou la qualité de l'information. Je pense qu'effectivement, c'est la question de la qualité de l'information qui est derrière ça. Toute l'économie médiatique et l'économie de l'attention qui aujourd'hui structure la manière dont on nous pousse à utiliser, ou on utilise par goût ou par addiction les réseaux sociaux. Ça pose la question de la qualité de l'information. L'information de qualité, elle est disponible, mais elle est sur un marché qui n'est pas le marché sur lequel, à part des professeurs d'université qui se lèvent et qui font leur revue de presse à partir de la presse de métier, la presse professionnelle tous les matins, mais c'est pas le cas. Parce que tout un chacun, pour citer beaucoup d'auteurs, on est dans les raccourcis. Alors, il y a ça, puis dans les shortcuts, pour citer Anthony Downs. Les nouvelles générations, il y a toute une série de travaux qui chaque année nous donnent des chiffres. Alors, je ne sais pas s'ils sont inquiétants, mais en tous les cas, ils montrent des lignes de transformation dans les pratiques informationnelles. Les jeunes générations, pour l'information politique qui nous intéresse, on parle de communication politique, donc information politique, mais ça serait peut-être différent, je ne sais pas, pour tout ce qui concerne l'information sportive, économique ou autre, mais les jeunes générations arrivent à l'information politique souvent par d'autres moyens que la presse d'information. C'est-à-dire que c'est à partir des comptes numériques, ça va être sur Instagram, sur Facebook, mais c'est déjà moins jeune quand on est sur Facebook. C'est les anciens jeunes qui sont ou sur TikTok. C'est-à-dire qu'on va. Alors, c'est assez frappant de voir typiquement nous une enquête qu'on avait conduite en 2017 au moment de la campagne présidentielle auprès de jeunes avec qui on faisait des focus group donc pendant la campagne. Après le débat de l'entre-deux tours, donc benoîtement, on leur dit mais alors vous avez regardé le débat? Il y avait un match de foot, une Coupe d'Europe. Quand la politique est en concurrence avec une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est un peu compliqué. Certains ont regardé, mais en nous expliquant que il y avait une seule jeune fille qui avait regardé le débat en famille. J'allais dire à l'ancienne, comme ça se faisait, c'est-à-dire un rituel où on va manger avec le plateau télé, on met comme un bon match la finale, on a déjà celui ou celle qu'on défend ou qu'on voudrait quand même défendre malgré tout parce que l'autre est pire, donc on regarde ça, il y avait une ritualisation et on passait la soirée, ça pouvait durer jusqu'à minuit. Il y avait un petit peu mémé qui s'endormait, mais il y avait cette idée d'une cérémonie familiale qui était devenue une cérémonie télévisuelle pour l'ensemble de la société. C'était ça le débat. Et donc le débat d'entre-deux tours, qui existe évidemment dans beaucoup de pays. Et donc là, chez les jeunes générations, il y avait une seule personne parmi tout notre panel d'enquêtés qui connaissait encore ça, donc qui était une famille un petit peu à l'ancienne, où on faisait encore ce rituel-là.
tous les autres, donc soit n'avaient pas regardé, soit étaient venus à l'information par un compte d'un réseau social sur lequel ils étaient, en disant... Il y avait un mème qui avait été fait de Marine Le Pen en train de dire ils sont partout, etc. Donc tout de suite, on avait transformé, on avait pris un quote, on l'avait transformé, il y avait un cadrage et en fait, personne n'avait vu sur une chaîne d'information traditionnelle ou une chaîne d'information continue le débat du début à la fin, thème par thème, chez les jeunes que nous avions, qui étaient des étudiants de première et de terminale, c'est-à-dire entre 16 ans et demi et 18 ans, qui étaient notre public, qui étaient soit des primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois, soit ceux qui sont au moment où ils vont bientôt voter, qui n'ont pas encore voté. Donc, c'était notre questionnement. Et donc là, alors, il y avait plein d'autres éléments qui nous montrent que ce public-là a un rapport à la politique qui n'est pas du tout celui des générations plus âgées, mais le rapport à l'information politique est radical. Et alors, si on regarde les rapports du Pew Institute ou d'autres enquêtes qui sont menées tous les ans ou tous les 2 ans, on voit en fait ce glissement, c'est-à-dire l'information politique, l'information sur la politique n'est plus prise directement dans les médias, là où avant on allait la chercher, mais par des voies détournées, et elle arrive sous forme un petit peu, déjà, tu le disais, avec un angle un peu éditorialisé, si on peut considérer qu'un mème, c'est une forme d'éditorialisation, c'est-à-dire qu'on va avoir un point de vue sur l'image politique. Exactement, voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on a complètement changé, déjà, mais a-t-on pris conscience, le rapport à l'information politique, donc le rapport à la politique, c'est-à-dire à la fois une désacralisation, le même en est l'exemple, mais surtout l'idée de devoir se colter une information sérieuse. Regarde Marc David, moi aussi j'ai été formé à ça, on faisait les revues de presse, donc je me rappelle quand on était au lycée, il fallait lire au moins 2 fois Le Monde. Ça c'était au XXe siècle. C'était au XXe siècle, il y avait très peu d'images, pas de version numérique, les formats ont changé, même si on prend simplement le Monde ou le New York Times ou les grands journaux, au tout début, quand ils deviennent des journaux numériques, on prend l'article papier, puis on le met en ligne, puis petit à petit on réduit le format, on met de l'image, on va changer, puis on finit par avoir une rédaction web et puis une rédaction papier, et les jeunes générations, par rapport à l'information politique, parfois c'est juste les titres. D'ailleurs, c'est pour ça que les journalistes veulent que les réseaux sociaux et Facebook payent les titres, parce que un titre, c'est déjà d'une certaine manière, avec le titre plus le monde plus, c'est de l'information. Parfois, je ne dis pas qu'il s'arrête à ça, mais une grande partie de la journée, on va s'informer uniquement avec un titre. Certains diront en même temps, et là je vais poser cette dernière question, il y en a plein d'autres que j'aurais aimé poser, mais on va plutôt laisser quelques questions posées à l'auditoire, mais certains diront, est-ce que c'est pas un peu le contraire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus accès maintenant à l'information qu'auparavant. Ça s'est désélitisé, si le mot existait, je le dirais. Finalement, cette espèce de personnes qui étaient détentrices du savoir et de la connaissance, et tous les autres écoutaient ce leader. Et maintenant, ce modèle n'existe plus, et on peut voir, ce qui se passe aujourd'hui comme un peu la perspective cyber-pessimiste, mais on peut le voir aussi de côté cyber-optimiste. Donc, l'information politique, ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, on est beaucoup plus au courant. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, je pense qu'il faut se sortir de l'idée qu'on irait vers une vision téléologique qui dirait on va vers quelque chose qui serait soit du mieux, soit le pire. Moi, je pense qu'il faut regarder les pratiques. Oui. Parmi les pratiques intéressantes, je disais, c'est les pratiques informationnelles. C'est-à-dire quel type d'information on consomme et comment. Donc, il ne s'agit pas de dire on est pessimiste ou on est optimiste. Et l'autre question, c'est l'abstention politique chez les jeunes ou l'engagement politique chez les jeunes. Je pense que dans une démocratie, c'est un enjeu véritable. Dans une démocratie, je pense que c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, se dire est-ce que les jeunes générations qui accèdent à la citoyenneté politique, est-ce que, sachant que les démocraties quand même reposent pour une grande partie, pas simplement leur légitimité, mais leur vitalité repose sur la participation des jeunes à la politique, et donc à la définition des politiques. Et là, on revient à la définition de la politique. La sortie de l'engagement, la fin
électorale. La fin de l'engagement, mais la fin de l'engagement. C'est-à-dire qu'on a des formes d'engagement, mais qui vont passer par typiquement l'engagement dans l'humanitaire, qui est, certains chercheurs appellent l'engagement post-it, hein, c'est-à-dire qui est pas durable. Hein, c'est dans quelques semaines, parfois une année, etc. Mais c'est pas les matrices d'engagement avec des affiliations durables comme on avait comme auparavant avec les partis politiques. Ça, c'est une réalité. Hein, c'est pas assez. Et je suis loin de penser que c'était mieux avant, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'on a des formes d'affiliation aux collectifs politiques, aux collectifs militants ou même aux ONG qui sont pas du tout les mêmes. Et puis l'abstention, c'est-à-dire que l'abstention des jeunes, l'abstention des jeunes de milieux populaires, mais aujourd'hui y compris de jeunes de milieux plus favorisés, qui est un vrai drame. En France, il y a toujours une exception aux élections présidentielles. Les dernières élections régionales, donc qui étaient 2 ans avant la présidentielle, une année avant la présidentielle, on a eu 84% d'abstention chez les primo-votants. C'est considérable. 84. Donc, je pense que voilà, c'est pas une question de techno-déterminisme, comme on parlait tout à l'heure avec les choristes. C'est pas une question d'une vision téléologique de l'histoire où on irait vers le pire ou le mieux et qu'il y aurait une vision enchantée, réenchantée ou désenchantée de ce que les réseaux sociaux, l'informatique connectée fait à nos sociétés. C'est une donnée du problème. Et je pense, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toute la donnée. Mais si on le prend comme un révélateur, si on prend la communication comme un révélateur, non pas seulement des processus politiques, mais l'ensemble des processus sociaux, c'en est une donnée irréductible. Voilà. Mais voilà, je crois pas qu'il faille... il me semble que... on peut pas, de toutes les manières, considérer que c'est... il me semble-t-il, du point de vue scientifique, c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. C'est quand même bien, c'est déjà ça. Il y a une démocratisation de l'information, certes, mais la question, c'est la vitalité des démocraties, l'implication, l'adhésion, finalement, au contrat démocratique des jeunes générations ou des immigrés qui rentrent dans un pays et qui adhèrent ou pas à un contrat social et politique, les modalités d'information, la qualité de l'information qu'on consomme. Je pense que tout le débat sur le conspirationnisme ou même la montée en puissance du populisme, l'Europe, voilà, je serais très curieux. On le voit partout. Mais voilà, nous, on a un moment populiste depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés européennes, même celles qui se pensaient indemnes ou immunisées contre le populisme, on voit, et même des partis politiques qui se désoclent et c'est pas un nouveau mouvement, mais c'est des partis politiques qui évoluent, qui deviennent. Voilà. Donc ça, c'est une vraie réalité. Je pense qu'on peut pas nier le fait. C'est contemporain de l'arrivée de la diffusion, on va dire, l'informatique connectée, des réseaux sociaux numériques, etc. Je pense pas que ça soit c'est un miroir déformant, grossissant, impressionnant quand on regarde les réseaux sociaux, quand on fait une plongée dans les réseaux sociaux pendant une campagne électorale, etc. C'est vrai que ça donne une impression qui est vertigineuse. Il y a du très beau, il y a du moins beau, il y a des remugles, il y a du très sale. Mais voilà, c'est un indicateur, un révélateur, mais c'est pas le seul élément. Je pense et c'est surtout quand on travaille sur la communication, les médias, le journalisme, on a un peu tendance à voir tout au prisme des médias, de la communication, de l'information. Exactement. Tout à fait. Je pense qu'il faut réintégrer d'autres facteurs et prendre les processus en leur complexité. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, vers la conclusion, dans votre nouvelle édition, si je ne m'abuse, où vous parlez justement du fait qu'il faut prendre en compte, et là on fait la boucle avec l'introduction de notre entretien, c'est-à-dire il faut prendre en considération les processus, ce qui se passe sur le terrain, et des fois il y a un véritable écart entre ce qui se passe sur le terrain, dans la vie, dans les dynamiques politiques et sociales, et ce qu'on a par le truchement, notamment, bien sûr, des médias sociaux numériques. Je vais, puisqu'il nous reste, ma foi, une quinzaine de minutes, on va tout de suite passer la parole. Merci, Philippe. Merci pour ta présence et pour cette présentation. J'ai pris plein de notes. J'aurais plusieurs questions à te poser. Je reviendrai tout simplement à mon rôle de professeur, donc d'enseignant, pour rappeler à tous ceux qui sont ici qu'il y a déjà eu un monde avant les RSN, avant les réseaux sociaux numériques, et que dans les années 90, James Fallows a publié un super livre qui s'intitule encore Breaking the News, dans lequel il présentait certains sondages démontrant que moins de 50% de la population américaine croyait désormais à leurs médias. Donc, cette lente chute qui est associée également à une faillite démocratique, là, ça fait 30 ans qu'on joue avec ça. Rappelez à tout le monde aussi qu'à l'époque, la trash radio
avec Rush Limbaugh, etc., créaient déjà les racines du complotisme, lesquelles pouvaient remonter avant. Je rappelle que Ross Perot s'est déjà rendu en élection présidentielle. Ross Perot, qui est un véritable clown, mais a pu se rendre jusque-là à cause, justement, du support de ceux qui ne croyaient plus dans la démocratie. Alors, c'est une petite mise en contexte que je viens de vous faire pour justement comprendre qu'il y a une lente évolution de cette désagrégation de la démocratie. Ce qui m'a vraiment intéressé au départ, en plus parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, c'est le travail que vous avez fait dans les archives. Avez-vous réussi à faire un lien avec le plan Marshall, avec la Fondation Ford, avec la création de l'American University? La Fondation Ford qui a énormément financé la recherche en communication afin de créer justement des professionnels de la communication. Et je sais que la Fondation Ford a également beaucoup investi en France. Elle a beaucoup investi également avec la Fondation Rockefeller au Canada, parce que s'il n'y avait pas eu de Ford ou de Rockefeller, il n'y aurait jamais eu de recherche universitaire au Canada avant 1954. Alors, c'est à peu près le même espace-temps que pour l'Europe. Alors, je vous laisse la question. Je réponds, je ne savais pas s'il y avait merci pour la question et le rappel historique, effectivement. Moi, j'évoquais Claiborne Potter tout à l'heure, mais il y a toute une série de travaux qui nous montrent ce glissement successif, en fait, du rapport à la démocratie, du rapport à l'information. L'idée de ces radios communautaires, de ces médias alternatifs qui sont devenus aussi des médias qui se détachent, en fait, de la communauté démocratique, qui peuvent en tous les cas le faire sous ce jour-là. Et c'est quelque chose, encore une fois, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas un phénomène nouveau, mais qui a été accéléré, amplifié par ce que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux. Et juste en contrepoint, nous, on a eu au moment de la Covid-19 aussi des documentaires. Je ne sais pas si vous avez entendu évidemment parler de ce documentaire qui s'appelle Hold Up, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, qui a été fait par quelqu'un qui est frotté de journalisme, qui a une formation aux outils documentaires, et qui a réalisé un documentaire qui est en fait une lecture intégralement conspirationniste de la crise sanitaire, avec cette idée que, comme toujours dans une lecture conspirationniste, toute l'histoire est fausse, et donc on a une contre-histoire de l'histoire jusqu'à la crise du Covid, qui est l'aboutissement en fait de cette volonté de détruire en fait l'humanité et donc c'est assez étonnant de voir. Ça devait sortir au cinéma, et puis il y a quand même des gens qui ont dit bon, c'est peut-être pas. Donc il y a les visas d'exploitation, de diffusion, etc. Et des journalistes de métier, des sociologues, des spécialistes qui ont commencé à se pencher sur. Mais je veux dire par là que c'était un vrai objet médiatique, un vrai produit culturel, quelque chose qui ressemblait tout à fait à un documentaire, comme il existe, on l'a vu avec Russia Today évidemment, mais comme il existe toute une série de médias qui ne sont pas tout à fait des médias respectant l'esprit des médias, c'est-à-dire des professionnels animés par une volonté au moins de vérité factuelle, vérité étant toujours compliquée, mais au moins factuelle, et donc c'est ça aussi, c'est le marché médiatique, les produits médiatiques qui sont mis sur ce marché ne sont plus du tout contrôlés par des professionnels de métier, et donc on a même, j'allais dire, des amateurs très professionnels qui produisent des radios, des médias, des rédactions, des documentaires, et tout ça contribue en fait beaucoup à ce brouillage. Alors souvent on disait un brouillage entre les professionnels et les amateurs en matière d'information, c'est vrai en matière de politique. Et donc c'est peut-être ça aussi des symptômes. Alors je ne sais pas si c'est une crise, mais en tous les cas les symptômes d'une évolution dans les rapports à la politique et des rapports au sein en fait, de la citoyenneté démocratique. Alors sur la question des fondations et peut-être aussi plus généralement de la manière dont on a développer des recherches, des travaux sur la communication. Il est clair que la CECA, donc la haute autorité qui était là avant la Commission européenne, puis la Commission européenne, ont mis toutes sortes de moyens à disposition des chercheurs, des jeunes chercheurs, pour développer des travaux sur l'Europe, sur les questions liées à
aux enjeux informationnels, aux enjeux de réputation, aux enjeux de relations publiques de l'Union européenne. Ils ont financé, comme ces fondations-là, des voyages d'études, des bourses d'études, et donc on est effectivement dans cette idée d'une recherche qui n'est pas encore portée par les universités elles-mêmes, mais qui sont portées par des institutions et des fondations qui voient un intérêt à ce que on ait des travaux, des échanges universitaires internationaux, vraiment sur le modèle des travaux qui ont été faits, notamment sur les fondations qui étaient évoquées dans la question. Donc ça veut dire aussi que une grande partie des savoir d'institution, nous on utilise beaucoup cette expression, je ne sais pas si elle est claire, c'est-à-dire ce qui est su au sein des institutions pour mettre en place une politique. Donc ce qu'on appelle savoir d'institution, et toutes les politiques publiques et l'ensemble des administrations, finalement, quelles qu'elles soient, nationales, internationales ou locales, sont organisées autour de ces savoirs d'institution, qui sont des vérités administratives, bureaucratiques. Parce qu'ils sont aussi au cœur des fondements démocratiques. Exactement. Ces vérités d'institutions, les institutions démocratiques, elles venaient beaucoup dans les années 50-60, au moment de la fondation de l'Europe, des heures de fondation de l'Europe. Elles venaient beaucoup, en fait, du monde académique et de ces liens. Alors, qui n'étaient pas des liens toujours officialisés, mais des liens très étroits entre le monde académique et cette Europe en construction, avant même finalement qu'il y ait déjà des programmes de recherche, des départements d'études européennes, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'on est dans une forme d'informalité, typiquement, le rôle des fondations, c'est souvent d'être des traducteurs, des connecteurs entre des espaces institutionnels, des intermédiaires entre des espaces institutionnels. Donc là, l'Europe naissante, à l'époque, qui est pas mal à Luxembourg, qui n'est pas encore à Bruxelles avec la CECA, des espaces de la recherche en train de se développer autour des questions, dont celle-là, celle qui nous occupe, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une opinion internationale? Quel type d'information pour une opinion internationale? Quel est le moyen de communiquer avec des médias, alors qu'on a à l'époque, il y avait 6 pays, 6 champs médiatiques, champs journalistiques nationaux. Est-ce que, voilà, donc il n'y a pas de Volapük ou d'espéranto européen à l'époque. Donc, quelle est la langue finalement de l'information européenne? Toutes ces questions se posent, et donc les hauts fonctionnaires, le président de la haute autorité, Jean Monnet, n'ont pas de réponse, et donc ils vont faire appel à tous ceux qui peuvent leur apporter ces savoirs, qui vont devenir des savoirs d'institution. Typiquement, l'idée d'avoir un service du porte-parole avec un point de midi qui en fait va être fait par un journaliste qui est recruté par l'institution parce qu'il sait parler aux journalistes, et donc d'une certaine manière il n'y a pas encore de diplôme où on va former, on est au tout début des années 50, il n'y a aucune école où on va vous donner un diplôme de porte-parole de la Commission européenne ou des institutions européennes. Il y a le risque aussi, c'est le contexte qui a été évoqué, on est dans l'immédiate après-guerre. Dans l'immédiate après-guerre, une institution qui communique, elle fait de la propagande. On est à quelques encablures de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'idée d'une propagande d'État ou d'un inter-État ou d'un super-État qui serait les institutions européennes, c'est extrêmement... mais bien sûr, et donc il y a cette espèce de mise à distance délibérée. D'autant qu'on espère un rapprochement France-Allemagne. Exactement. Et donc, quel savoir savants peuvent devenir des savoirs d'institution pour mettre en place une politique à l'égard des journalistes, une politique en fait, une politique vraiment de communication institutionnelle. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'on a des fondations, on a des échanges internationaux, on a ces gens il n'y a personne en fait sur la place allemande ou française où à l'époque pour produire des rapports, on va demander à un cabinet new-yorkais qui va venir faire un rapport sur les relations publiques possibles, les relations presse, etc. Et donc on voit qu'on a besoin de ces savoirs-là parce qu'ils ne sont pas disponibles, il faut les créer. Donc dans cette informalité, donc pour y revenir, les fondations ont joué un rôle très très important. Ensuite, la commission, je reviens, c'est un peu mon dada, les études européennes, si c'est trop sur l'Europe, il faut tirer le frein à main. Mais la commission européenne, après, va carrément financer des programmes pour en sciences politiques, sur les études d'opinion, en droit européen, pour développer le droit européen, j'en parlais tout à l'heure à les étudiants, il existait un droit international. Et la commission européenne veut développer quelque chose qui soit un droit européen. Est-ce qu'il existe un droit européen? Non, c'est une branche du droit international. Donc tout l'enjeu, ça va être d'aider par des financements de thèses, par des financements de colloques, par des journées d'études, etc., par bientôt les chaires Jean Monnet de la Commission européenne. On va développer
et on va cautionner, les institutions cautionnent le développement d'un droit spécifique qu'on va appeler le droit européen, qui n'est pas une branche du droit international. Et donc, il y a tous ces enjeux-là aussi qui passent par des fonds, de l'informalité, et donc cette idée finalement de créer des savoirs d'institutions qui vont aider l'Europe à se construire. Fascinant. Il nous reste à peine 3-4 minutes, donc une autre ou deux questions, si on peut y aller rapidement. Allez-y. Oui, Dany, et après Marc. Micro. Merci beaucoup et merci aussi à Emmanuel d'organiser cette magnifique rencontre et discussion. D'entrée de jeu, vous avez parlé d'une course à l'armement communicationnel, puis j'ai envie de filer la métaphore pour poser une question sur l'état de la recherche des connaissances à ce niveau-là. Est-ce qu'on a, ou serait-il pas intéressant de s'intéresser à l'écosystème des guérillas informationnelles, pour filer la métaphore de l'armement? Donc, qui sont, comment forme-t-on ces gens-là qui sont en dehors des institutions, qui sont en dehors des façons de se former, et pourtant qui réussissent à produire une information qui mime avec grande efficacité l'information dite traditionnelle ou institutionnalisée. Donc, quelles sont les pratiques, les façons dont ces gens-là, quelles sont les armes qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'on sait un petit peu sur ces guérillas informationnels-là? Alors, on la doit à Éric Neveu, que j'imagine vous connaissez, qui est en France des grands spécialistes de communication et d'études aussi du journalisme et des médias, cette expression de course aux armements communicationnels. Et elle est extrêmement heuristique. Et c'est vrai alors nous, on s'est amusé, s'amuser intellectuellement à la filer le plus possible. Ça marche. Parce que l'idée, c'est de dire... dans les sociétés démocratiques contemporaines, avec, qui plus est, on l'a dit, une diversification des outils, des supports médiatiques, on ne peut pas jouer le jeu, qu'on soit un parti politique, qu'on soit une ONG, une fédération professionnelle qui veut défendre ses intérêts, un lobby, etc. On ne peut pas jouer ce jeu-là sans s'équiper. Et donc, d'une certaine manière, il y a vraiment cette logique d'une escalade dans l'armement communicationnel, puisque tout le monde va chercher à avoir, ça a été étudié, ça, pour le coup, alors bien sûr son site ou son blog, et puis d'abord sa newsletter, papier, puis numérique, et donc, mais il faut aussi qu'on ait un compte Instagram, et c'est utile. Les autres l'ont, et donc il y a cette idée qu'il y a une élévation, et cette élévation générale de l'équipement communicationnel, elle passe aussi par un équipement RH, j'allais dire. C'est-à-dire que ce qui a été observé, c'est, mais vous travaillez aussi sur ces questions-là, c'est la présence de professionnels diplômés de communication. On en est ravis, c'est un peu notre boulot de former ces gens-là, d'être recrutés dans l'ensemble de ces activités. Moi, j'ai pas mal d'étudiants qui sortent à Sciences Po Ex, on a un master en métier de l'information et relations publiques, qui vont travailler, ou d'ailleurs aussi qui font un master dans les questions européennes, qui vont travailler comme spécialistes de relations publiques, d'affaires publiques, de consultants, ça a beaucoup de noms, pour toutes sortes d'organisations qui vont défendre les spiritueux à Bruxelles, ou plutôt une ONG citoyenne. Et on voit bien que recruter quand même des gens qui ont un bac plus 5, qui ont fait des grandes écoles, des masters en communication. Bientôt demain, un triple master en communication qui va travailler pour les institutions européennes ou l'ONU. Et donc, on est clairement sur cette... voilà. Et donc, pour suivre votre remarque, effectivement, cette course aux armements, on peut aussi élargir, continuer à tirer le fil et regarder tous ceux qui ne sont pas nécessairement des professionnels ou qui ne sont pas nécessairement dans les institutions qui sont au cœur du jeu politique, mais qui vont jouer aux marges. Et donc, alors il y a un peu des travaux sur les entrepreneurs de rumeurs, les entrepreneurs de complot, qui vont créer des sites. Il y a notamment... Vous connaissez, alors je ne sais pas si vous utilisez le même nom, mais on parle de sites de réinformation. Vous utilisez ça? Donc c'est des gens qui se font en fait passer pour des journalistes, qui recueillent de l'information et donc disent on va réinformer. Donc il y en a beaucoup en France. Souvent ils sont très majoritairement proches de l'extrême droite. Ça ressemble. Ouais.
Il y a un groupe au Québec. D'accord, ok. Voilà. Et donc, nous, alors, il y a des bouquins là qui commencent à sortir, des collègues qui ont conduit des recherches sur ces sites de réinformation. Alors, ça ressemble, hein, c'est comme le Canada Dry, hein, ça ressemble à un site d'information, ça ressemble à un site fait par des journalistes. Et en fait, c'est vraiment des militants d'extrême droite et qui vont choisir. Alors, ils s'appuient parmi les informations qu'on trouve. Il y a des informations qui viennent de sites d'information connus. Il y a même des comptes. On va relayer de l'information de comptes qui viennent de gens qui sont politiquement apparemment très éloignés. Mais voilà, il y a une orientation, il y a une forme d'éditorialisation qui ne se dit pas. Voilà. Et là, typiquement, alors, voilà, on est sur la course aux armements communicationnels. C'est-à-dire comment des groupes ou des groupuscules d'extrême droite vont singer finalement une rédaction de presse, vont singer un travail journalistique. Là, ce qui est très intéressant, les travaux qui ont été faits là-dessus par les collègues, c'est que vraiment, on est dans un mimétisme, y compris formel, avec les sites. Et donc, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire de l'information, qui n'est pas habitué à décrypter finalement la nature du site sur lequel il se trouve, peut se faire d'une certaine manière tromper. Donc là, typiquement, dans cette course aux armements communicationnels, on a des armes un petit peu frauduleuses, mais qui existent bien. Oui, et j'ajouterais, avant de prendre la dernière question de Marc, c'est que c'est juste pour aller boire un café. Il y a un mimétisme dans les codes, et je pense aussi qu'il y a un élément, c'est que on ne sait pas véritablement, et c'est un peu ça le truc, qui l'a fait, qui en est les auteurs, hein, d'où ça provient. Et par exemple, sur Twitter, sur les médias sociaux, on voit ça, on relaie l'information et on se rend compte finalement qu'on a peut-être 10% des gens qui sont des leaders d'opinion et que 90% du reste, ce sont tous des gens qui distribuent finalement la même fausse information, la même fausse nouvelle. Hein. Et c'est ça qui est assez problématique. En terminant, oui, rapidement, mais on va la prendre quand même. Hein? Oui, tout à fait. Puis on va ouvrir la porte après. Puis à la limite, on se va sortir à l'extérieur. Bien, merci beaucoup, Philippe, pour la richesse, la clarté de tes propos. Tu as bien mis la table sur l'ensemble des risques démocratiques. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour nous tous à travers tout ça. Question, tu as parlé de bris de confiance, de méfiance entre les institutions, les politiques, mais aussi médiatiques. Comment pourrait-on, un grand chantier, puis je vais restreindre ma question, mais un grand chantier sur lequel tu pourrais voir une avenue positive pour établir les liens de confiance envers différents publics là, dont tu viens d'évoquer. Donc, un chantier ou un grand défi que tu pourrais voir. C'est plutôt une question en guise de conclusion. Ah oui, alors nous, on a un peu travaillé là-dessus, toujours sur la question européenne, mais il y a beaucoup de travaux sur les collectivités locales ou territoriales, de gouvernements locaux ou nationaux. C'est la question de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que une des clés du diagnostic, et ça a été évoqué tout à l'heure, hein, donc on en a parlé, c'est la question de la qualité de l'information, le rapport à la politique, etc. Mais c'est d'abord et surtout le sentiment que la politique est accaparée par des professionnels, par une élite. Alors, ce qu'on va retrouver dans la plupart des théories, en fait, de conspirationnistes, de rejet de la politique, mais qu'on retrouve aussi quasiment avec les mêmes termes dans des discussions qu'on peut avoir dans des entretiens avec des gens qui sont qui se vivent pas comme c'est-à-dire que il y a le sentiment que la politique, c'est l'affaire d'autres, c'est l'affaire des autres, des professionnels, des gens qui héritent finalement presque familialement d'une position dans le champ politique, qui sont cyniques parce que la politique c'est que des coups. Bon, j'arrête mon tableau, mais c'est très intéressant et notamment dans Voter par temps de crise, on a essayé d'aller dans les portraits là-dedans. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui fait que la politique... Et donc, un des dispositifs imaginés pour rompre avec ça, c'est la démocratie participative. Hein, c'est-à-dire l'idée de mettre en place des forums hybrides dans lesquels on va mettre des citoyens ordinaires, des experts, des élus. Étonnamment, il y a assez peu d'élus. Souvent dans la démocratie participative, c'est étonnant, mais je le disais tout à l'heure, les partis, les syndicats dans les dispositifs européens sont quasiment pas présents. On a des citoyens, des ONG, des experts, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir comment
on a une forme de participationnisme, hein, c'est-à-dire un mouvement qui s'est développé, qui s'est intensifié et qui est notamment présent dans les institutions. Hein. Nous, on a pas mal travaillé sur cette idée d'un participationnisme d'État. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce qu'a fait Macron au moment des Gilets jaunes, en créant un débat, en institutionnalisant une mission interministérielle sur la participation, etc., est-ce qu'il peut y avoir une régénération de la démocratie, une démocratisation de la démocratie par ces dispositifs-là? Et est-ce que le fait que ces dispositifs viennent d'en haut, soient administrés par une délégation interministérielle, par des experts, des membres du cabinet, etc., est-ce que finalement ça peut amener le miracle tant attendu? Donc la question c'est ça, on entrevoit du côté de la démocratie participative une sortie de crise, en tous les cas quelque chose qui pourrait raccommoder, recoudre le lien entre les citoyens ordinaires et le politique, pas les politiques, mais la politique au sens noble du terme. Le problème, et c'est un chantier, on a un peu travaillé dessus, on a fait un numéro qui s'appelle, dans la revue Gouvernement Action Publique, qui s'appelle l'État participatif, qui est sorti il y a quelque temps, et on interroge ça en disant, est-ce qu'il est possible finalement que cette idée porte ses fruits si elle est finalement un État participatif et pas une participation de la démocratie? Donc, est-ce que porté par le haut, administré selon des logiques qui ont toujours finalement des intentions politiques, voire électoralistes? Voilà. Donc, mais ça, c'est un vrai beau chantier hein, sur les usages de la participation, de la démocratie participative. Plusieurs réflexions qui continueront. Merci beaucoup, Philippe Aldrin. Merci beaucoup. Merci pour ce temps, pour cette générosité. Merci pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Puis, les questions.